Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, séance de travail entre les responsables de l'Office du baccalauréat et les ministres béninois en charge des enseignements supérieurs et secondaires ce jeudi à Cotonou. Objectif, s'enquérir de l'évolution des travaux préparatoires entrant dans le cadre du bon déroulement de cet examen prévu pour démarrer lundi sur toute l'étendue du territoire national. 20e journée nationale de la médecine traditionnelle. Ce jour, jeudi 17 juin 2021, le ministre et les praticiens de ce sous-secteur de la santé ont célébré l'événement à la direction départementale de la santé de l'Atlantique. Et puis, hors du Bénin, retour ce jour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Avant sa descente, des manifestants exigent qu'il soit mis aux arrêts. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres. Baccalauréat, session de juin 2021. Le top sera lancé lundi prochain sur toute l'étendue du territoire national. Et en vue de tout savoir sur les préparatifs, une séance a réuni les responsables de l'Office du baccalauréat et les ministres concernés. Frédéric Espoir Ouambou, Damien Pedro. Au cours de cette séance, il s'est agi pour la ministre de l'Enseignement supérieur et son collègue de l'enseignement secondaire de s'assurer de ce que tout est fin prêt pour que les candidats puissent prendre part au baccalauréat dans les bonnes conditions. Et c'est le directeur de l'Office du bac, Alphonse Da Silva, qui lève ici un point de voile sur les actions déjà menées. L'Office du baccalauréat est prêt. Nous sommes prêts. Les travaux confidentiels sont terminés, le tirage des épreuves et la mise en cantine terminée. Et hier, le dernier convoi des cantines est parti. À en croire le ministre de l'Enseignement secondaire, l'essentiel à dérouler en situation de classe a été fait et les apprenants sont censés être capables d'affronter les épreuves. Tous les programmes ont été achevés. Les remédiations pédagogiques ont été menées avec tout le professionnalisme requis par les structures techniques appropriées, à savoir la DIPIC et nos délégations pédagogiques au niveau des départements. Nos apprenants sont censés être prêts également pour affronter le baccalauréat. De son côté, la ministre de l'Enseignement supérieur a profité de l'occasion pour rassurer les candidats. Ils vont pouvoir composer dans de très bonnes conditions, que ce soit conditions logistiques, conditions sanitaires, tout est vraiment bouclé. Toute la sécurité sera mobilisée pour ça. Et ce qui est intéressant, ce sont les efforts donc, du gouvernement qui sont croissants et qui traduisent le niveau de priorité qui est accordé à ces examens et à la qualité donc, de nos diplômés. À noter que les 82 938 candidats seront répartis dans 132 centres de composition sur l'étendue du territoire national. Santé, les manifestations officielles entrant dans le cadre de la 20e journée nationale de la médecine traditionnelle ont eu lieu ce jeudi 17 juin 2021 dans l'enceinte de la direction départementale de la santé. La célébration présidée par le ministre de la Santé a connu la présence effective des praticiens de ce sous-secteur de la santé. Aristide Setti, Romaric Devochi. La médecine traditionnelle est célébrée une 20e fois au Bénin ce 17 juin 2021. Plus de 100 participants, praticiens de cette catégorie de la médecine, se sont retrouvés autour du thème médecine traditionnelle au Bénin, les réformes et la recherche, deux grands défis à relever. Dans son allocution au cours de la cérémonie d'ouverture, le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Bénin, Dr Mamoudou Tiengare, a mis l'accent sur l'utilité de la médecine traditionnelle de nos jours. La médecine traditionnelle est utilisée depuis des siècles
pour améliorer le bien-être des populations et elle continue de jouer un rôle essentiel dans les soins de santé à travers le monde et en Afrique. Elle tire sa quintessence de la riche et exceptionnelle biodiversité de plantes aromatiques et médicinales que recèle le continent africain. La médecine traditionnelle est aussi une industrie prometteuse à exploiter et pourquoi pas exporter à l'international. Après avoir félicité les différents acteurs de la médecine traditionnelle pour les nombreuses prouesses enregistrées, le professeur Benjamin Nkpati invite ces derniers à prôner une démarche plus scientifique dans leurs recherches. Depuis des lustres, la médecine traditionnelle en collaboration avec la médecine moderne offre des produits, des soins et autres pratiques pour juguler les problèmes de santé de la population pour nombre d'affections. Et à l'occasion de cette célébration, ce sous-secteur de la santé, riche en savoir, a besoin d'un peu plus de soutien scientifique pour être mieux organisé, mieux compris et surtout plus valorisé. Il urge donc d'améliorer et de développer la recherche, d'identifier les médicaments traditionnels ayant déjà fait leurs preuves, de renforcer la collaboration entre les praticiens de la médecine traditionnelle et ceux de la médecine moderne pour promouvoir l'utilisation des médicaments traditionnels dont l'efficacité, l'innocuité et la qualité sont établies. Le ministre de la Santé a également, à cette occasion, annoncé les prochains défis du gouvernement de Patrice Talon dans ce secteur. Le prochain défi à relever sera la mise en place de l'Ordre national des praticiens de la médecine traditionnelle, afin de bien réglementer l'exercice de la profession. Vos efforts sont reconnus et nous les souhaitons encore plus densifiés, surtout dans le domaine des réformes et de la recherche pour le bien-être des populations béninoises. Plusieurs communications importantes ont meublé cette 20e édition de la Journée nationale de la médecine traditionnelle. Les visites de stand du ministre de la Santé et sa délégation ont mis un thème à cette célébration. Démolition des résidences universitaires Kiss et Hassan II de l'université d'Abomey-Calavi et la rénovation de l'aéroport international Bernardin Ganti de Cotonou. Voilà quelques décisions prises ce mercredi au cours du Conseil des ministres. Suivez ici un extrait du compte rendu du Conseil avec le porte-parole du gouvernement, Léandre Wilfred Ongwidji. Au titre des mesures normatives, la création à la présidence de la République d'un haut commissariat à la sédentarisation des éleveurs. L'élevage des ruminants dans notre pays est, jusqu'ici, basé sur l'exploitation du parcours naturel. De ce fait, il est peu productif et occasionne des dégâts sur les cultures autant qu'il est source de conflits divers entre agriculteurs et éleveurs. C'est pour y mettre fin et accélérer la modernisation de l'élevage que le Conseil a approuvé la mise en place de ce haut commissariat placé sous l'autorité directe du président de la République. Au titre des autres mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2022-2024, attribution, organisation et fonctionnement du secrétariat général de la présidence de la République et nomination des membres de l'autorité centrale en matière d'adoption internationale en République du Bénin. Au titre des communications, nous avons en point 1 la réalisation de divers travaux complémentaires à l'aéroport international de Cotonou. Les 10 travaux entrent dans le cadre de la deuxième phase du programme d'amélioration de la capacité d'accueil et de la qualité des services au niveau de cet aéroport. En point 2, nous avons l'autorisation de démolition des résidences universitaires Kim Il-sung et Hassan II sur le campus d'Abomey-Calavi. L'état de ces bâtiments n'offre plus de garanties optimales d'habitabilité, ce qui avait amené l'administration à prendre des précautions d'ordre sécuritaire en les mettant en observation. Dans le cadre des solutions envisagées pour résoudre les difficultés d'hébergement des étudiants sur ce campus, une expertise a été commise
aux fins d'avoir une idée précise des travaux à engager pour leur réhabilitation. Au terme des conclusions du cabinet d'ingénieurs conseil mandaté à cet effet, il ressort que de sérieuses dégradations sont constatées sur le bâtiment dit Kim Il-sung, au regard desquelles le rapport d'expertise recommande sa démolition et la construction d'un autre immeuble, cette solution étant par ailleurs moins onéreuse qu'une réfection de l'existant. En ce qui concerne le bâtiment dit Hassan II, s'il ne présente pas de dégradation apparente, il est cependant soumis à un phénomène vibratoire de plus en plus croissant qui ne permet pas son occupation en toute sécurité. Aussi, en attendant la construction de nouveaux bâtiments et soucieux de la sécurité des usagers du campus, le Conseil a-t-il marqué son accord pour mettre en œuvre les recommandations de l'audit. Il est à signaler que cette démarche d'inventaire des résidences universitaires s'étendra progressivement à tous les campus universitaires publics afin de s'assurer qu'ils conviennent toujours aux meilleures conditions d'habitabilité. Et puis les décisions prises par le chef de l'État, Patrice Talon, après avoir reçu le compatriote Joachim Rodé en audience, ainsi que l'élimination des écureuils du Bénin pour les qualificatifs de la CAN Cameroun 2022, ont été des sujets sur lesquels le porte-parole du gouvernement s'est exprimé à la fin du point de presse du Conseil des ministres. Suivez-en ses explications. Le chef de l'État a été particulièrement marqué par le parcours de notre jeune compatriote M. Rodé. Et c'est ça qui l'a déterminé à le recevoir et à échanger avec lui en tête-à-tête. C'est vrai que M. Rodé n'est pas le premier, il ne sera pas non plus le dernier. Il n'est pas le premier parce que par le passé, il y en a eu de la sorte, mais sans grande médiatisation. Cette fois-ci, le chef de l'État a estimé que médiatiser une telle action a une portée pédagogique. Nous voulons montrer aux Béninois que s'ils sont chez eux ou ailleurs, mais Béninois et qu'ils sont bons, brillants, ils peuvent avoir l'occasion d'être mis en lumière afin d'inspirer d'autres et amener tout un chacun à croire en son étoile, en son potentiel. Je peux vous dire avec certitude que le président de la République, en tant que M. Patrice Talon, a décidé d'accompagner M. Rodé à la réalisation effective de son projet d'installation d'une pharmacie. Parce qu'il faut dire que lors de la dernière attribution de site que le ministère de la Santé fait périodiquement, M. Rodé s'est vu attributaire d'un site dans la commune de Lalo. Le président Patrice Talon a décidé de l'accompagner personnellement à l'implantation de cette pharmacie. Et au titre de l'État, il a instruit le ministre de la Santé et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'effet d'aider notre compatriote à identifier une école supérieure, une université digne du nom, qui offre des formations dans une spécialité qu'il a envie de faire. Cette spécialité, c'est la galénique, qui consiste à mettre en forme les produits pharmaceutiques. La galénique que notre compatriote souhaite apprendre va lui permettre de devenir un vrai pionnier dans ce secteur-là et de revenir dans quelques années, mettre au service de notre population, au service de notre pays, les compétences nouvelles qu'il aurait acquises dans ce sens-là. Et c'est tout l'intérêt de cet appui de l'État que le président de la République lui a promis. Il reste que dans une compétition comme celle-là, la leçon fondamentale que nous devons tirer, ils le savent tous parce qu'ils sont des professionnels, mais la leçon fondamentale que nous devons tirer, c'est déjà que nous devons maximiser nos chances en prenant le maximum de points possibles lors des phases où nous recevons les adversaires chez nous. Parce qu'il faut bien faire le point sur cette campagne qualificative. Nous avons laissé des points filés à domicile et cela nous est fatal à l'arrivée. Mais je crois que nos écureuils ont donné ce mardi-là ce qu'ils avaient de meilleur en eux en cet instant T. Cela n'a pas suffi à la qualification. Et je suis persuadé que la Fédération béninoise de football, l'entraîneur, le gouvernement ayant joué totalement sa partition jusque-là et ayant pris sur lui de continuer à la jouer pour les prochaines phases, un point sera fait au niveau de la fédération avec l'entraîneur et les joueurs eux-mêmes pour voir qu'est-ce qui est à reconstruire, qu'est-ce qui est à améliorer. L'échec d'aujourd'hui doit être considéré comme annonciateur de grandes victoires à venir et il faut s'en persuader. Il n'y a pas d'échec définitif. Nous avons manqué le rendez-vous de Cameroun 2021, mais nous serons présents à d'autres rendez-vous
et pour des performances éblouissantes. Les citoyens béninois crient au secours face à la flambée des prix des produits de première nécessité. Partant des produits locaux à ceux importés, l'inflation est sans équivoque la pilule amère à boire. Acheteurs et vendeurs vivent le calvaire dans les marchés. Clémence Tonoucoin et Fiacre Voiton ont fait un tour dans quelques marchés de la ville de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Suivez ici leur reportage. Hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires est désormais une réalité à laquelle les populations sont confrontées. Sur le marché, c'est dans la douleur que les emplettes se font. Les prix sont passés du simple au double, voire au triple pour certains produits. Quelques vendeuses nous parlent des prix actuels. Le maïs là, c'est 300 kilos. Haricot rouge, il y a 600, il y a 700. Blanc, il y a 650, il y a 800, il y a 750, il y a 700. Tapioca 900, 800. Gari, il y a 350. Achaï, 450, 500. Avant, on payait le bidon d'huile à 17 000, comme ça. Mais maintenant, c'est à 27 000. Le litre est à 1200. Avant, le litre était à 600, 650. Acheteurs et vendeurs disent ne plus supporter la situation. Ils s'offusquent du fait que les produits locaux ne soient pas épargnés. On ne comprend plus rien. Et c'est étouffant. Et si tu vas au marché aujourd'hui pour aller acheter quelque chose à 20 000 par exemple, demain tu vas, on va te dire que c'est mais c'est à 25 000. C'est bien qu'on ne vend pas. On ne vend plus. Tout a augmenté, franchement. Tomates, oignons, ail, poissons, même les congelés, tout est cher. Aujourd'hui, tu viens, on te dit le poulet, le kilo, quoi là, normal, le kilo à 1500. Tu reviens à 18h, on te dit 1700. Aujourd'hui, on a 1900. Même ce que nous-mêmes nous produisons cher, là, c'est sérieux. Ce n'est pas au niveau des denrées alimentaires seules. Hein? Tous appellent le chef de l'État au secours pour qu'une solution soit trouvée. Sincèrement, ils n'ont qu'à nous aider. Ils n'ont qu'à nous aider. Nous sommes au Bénin. Nous sommes des Africains. Nous sommes des enfants des pauvres. Ils n'ont qu'à nous aider. Sincèrement, le gouvernement n'a qu'à nous aider. Franchement, si c'est de leur côté, ou de faire l'effort, je ne sais quoi. Mais franchement, de nous aider, c'est fort. Et c'est au niveau du président de la République seulement que nous pouvons demander de voir les trucs. Comment ça peut aller pour que toute la couche sociale soit satisfaite. Mais il a déjà dit que quinquennat sera basé sur une rota sociale. Et donc on attend que ça. Le mercredi 9 juin dernier, cette situation par la rareté des pluies. Il a également rassuré des dispositions en cours pour soulager la peine des populations. Actualité en dehors du Bénin, après 10 ans hors de la Côte d'Ivoire, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est rentré au bercail ce jeudi. Avant sa descente, des manifestants exigent déjà son arrestation pour crime contre l'humanité, un crime dont il a été acquitté par la Cour pénale internationale CPI. Les policiers, pour dissuader les manifestants, ont utilisé des gaz lacrymogènes. Le parti de l'ancien chef d'État, le Front populaire ivoirien FPI, a d'ores et déjà réagi et dénoncé des agissements qui ne favorisent pas la quiétude et la concorde nationale. On écoute. Au moment où les gens s'apprêtent à accueillir le président Laurent Gbagbo, qu'il soit gazé avec des bombes lacrymogènes. Tout à l'heure au carrefour Akwaba, au grand carrefour de Koumassi, il y a eu des jeunes, des personnes qui sont venues, qui ont été gazées. Et on apprend qu'au carrefour d'Akwaba, il y a eu 40 interpellés déjà. On ne comprend pas pourquoi. Ils ont passé plus de 3 heures d'horloge à discuter des dossiers qui fâchent. Joe Biden et Vladimir Poutine se sont rencontrés hier comme prévu à Genève. Les deux hommes d'État ont essayé d'aplanir leurs divergences. Une rencontre qu'ils ont qualifiée de constructive. Un silence gêné devant les clics des appareils photo et le brouhaha des journalistes. Les deux dirigeants maintiennent la distance avant d'opter, image rare en période de pandémie, pour une poignée de main solennelle.
Une ambiance sans effusion donc sur les rives du lac Léman, direction la bibliothèque de la Villa Lagrange pour entamer les discussions. Les deux chefs d'État sont décidés à mettre les choses à plat. Ukraine, attaque informatique, sort de l'opposant Alexeï Navalny, autant de sujets qui n'ont pas manqué d'être abordés. Avec des positions marquées des deux côtés, mais un langage partagé, selon les mots du président russe, qui décrit un entretien globalement positif. De façon générale, je pense qu'il n'y a pas eu d'hostilité. Au contraire, la réunion s'est déroulée dans un esprit constructif. Pour chercher des moyens de rapprochement bilatéral. Les discussions ont été assez constructives. En ce qui concerne la cybersécurité, nous avons convenu d'entamer des consultations. De son côté, le président américain s'est assuré d'une chose, Vladimir Poutine ne cherche pas une guerre froide avec les États-Unis. Mis à part quelques mises en garde, notamment sur l'ingérence dans le processus électoral américain, Joe Biden a salué ce dialogue selon lui nécessaire à la stabilité de la scène internationale. Il était important de se rencontrer en personne pour qu'il n'y ait aucune erreur, aucune fausse représentation en ce qui concerne ce que je souhaitais communiquer. J'ai fait ce que je voulais faire. Premièrement, j'ai identifié des domaines de travail pratiques pour les deux pays pour favoriser nos intérêts mutuels pour nous-mêmes et pour le monde. Deuxièmement, communiquer de manière directement, que les États-Unis réagiront à des actions qui sont contre nos intérêts vitaux ou ceux de nos alliés. Et troisièmement, énoncer clairement quelles sont nos priorités, quelles sont nos valeurs, pour qu'ils l'entendent directement de ma bouche. Après 4 heures d'entretien, les deux présidents repartent avec cet espoir partagé de relations plus prévisibles. Beaucoup de divergences, aucune animosité, une illustration de la mésentente cordiale entre les deux dirigeants. Une rencontre sans hyperbole selon les mots du président américain, avec un protocole réduit à son minimum. Pas de repas prévu, conférence de presse séparée, un sommet qui contraste avec la rencontre en 2018 du président russe avec Donald Trump en Finlande. Mais, comme l'a indiqué Vladimir Poutine, qui a déjà côtoyé 4 autres présidents américains depuis son arrivée au pouvoir, ce ne sont pas tous les leaders mondiaux qui reçoivent autant d'attention. Le Pérou toujours sans président après le décompte définitif des bulletins de vote. Le candidat de la gauche radicale, Pedro Castillo, est déclaré président provisoirement par la commission électorale, mais sa rivale Fujimori, fille de l'ancien président en prison, conteste les résultats. La décision issue de l'analyse des recours est donc attendue pour départager les deux candidats. On les écoute. De notre côté, nous avons dit au pays qu'il n'y a aucun type d'agression, ni administrative, ni morale, ni politique, et encore moins électorale. Je veux profiter de cette occasion pour saluer tous les compatriotes de tout le Pérou et de l'étranger qui ont défendu leur vote. Faisons-nous confiance aux organes électoraux? Oui, mais avant tout, nous faisons confiance à la volonté du peuple et nous savons que lorsqu'ils analyseront ces irrégularités, ils seront très probablement d'accord avec nous. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.